Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. 50 ans de scène devant des millions d'enfants vous ont permis de ne jamais quitter véritablement leur univers. Votre âme est celle d'une fée qui continue plus que jamais à exaucer le rêve des petits et des grands, offrir des rêves dont nous avons tant besoin. Bonjour Chantal Goya. Bonjour, merci. Ça me fait tellement plaisir. Une fois de plus, on vous retrouve parce qu'il y a ces 50 ans d'amour et de chansons au Palais des Congrès et dans toute la France. Oui. On va en parler. Et puis, je vous ai reçu un certain nombre de fois dans les clés d'une vie, mais j'ai encore trouvé de nouvelles choses. C'est vrai ? Oui, pour pouvoir évoquer votre parcours. Oh. Et alors, il y a plusieurs dates et on va évoquer 50 ans de parcours, justement. D'accord. Alors, la première date, c'est une date qui a tout changé, le 10 mai 1975 à la télévision. Écoutez. Adieu les jolis foulards, adieu tous les madras. Si ce n'est qu'un au revoir, on se retrouvera. Cette histoire commence par un appel des Carpentiers, de Mariti Carpentier, je crois, Chantal Goya. Absolument, Mariti m'appelle. J'étais à la campagne avec mes enfants qui étaient petits. Et tout d'un coup, Mariti me dit, écoute Chantal, il y a le numéro 1 de Carlos qui a fait Jean-Jacques, il nous manque 5 minutes. Si tu pouvais venir, ça serait tellement bien. Brigitte Bardot est malade. Et est-ce que tu pourrais la remplacer ? J'ai dit, mais on ne remplace pas Brigitte Bardot, Mariti. Et tout d'un coup, Jean-Jacques, je lui explique, il me dit, écoute, j'ai essayé de te faire une chanson, voilà, une chanson peut-être pour les enfants, qui parleront de la Martinique, puisque ta maman est née là-bas et ta grand-mère aussi. Et voilà, c'est devenu Adieu les jolis foulards. Oui, vous n'avez pas voulu abandonner les Carpentiers parce que ils vous rendaient service à la fois avec Jean-Jacques et puis en intervenant dans les émissions. J'étais toujours dans les émissions des amis, chez Sylvie Vartan, je faisais les petites filles modèles. On a toujours dit, tiens, on va prendre Chantal, et puis du coup, ça me rendait service aussi parce que c'était magique ces émissions. Oui, parce qu'en plus on a oublié que les Carpentiers ont commencé à la radio en faisant des séquences à Radio Luxembourg et qu'ensuite en étant aux États-Unis à New York, ils voient un show télévision, ils disent on va faire le même en France. Ça a été le Sacha Show pendant 10 ans. C'est vrai. Et ils ont enchaîné avec les tops et les numéros 1. C'est ça, les top 1 et les numéros 1, exactement. Alors, il se trouve que cette chanson a été écrite par rapport à la Martinique. La Martinique où il n'y a plus aujourd'hui qu'une seule sucrerie, alors qu'il y en avait beaucoup jadis. Oui, c'est vrai, oui. Alors que la canne à sucre est une richesse totale. C'est vrai. Mes grands-parents avaient s'occupé aussi de Rome, parce qu'ils avaient fait toutes les routes de la Martinique, après l'histoire de la montagne pelée. Et mon grand-père mon grand-père était là-bas avec ma grand-mère. Alors il se trouve aussi que Adieu les jolis foulards, puisque c'est votre seule télévision en théorie, oui. Vous décidez de bien vous habiller et vous trouvez des astuces. Comment les astuces quelles sont les astuces que je peux trouver ? Je mets des robes avec des ceintures pour pouvoir tenir la robe pour pas qu'elle tombe. Je mets mes chaussures des rubans pour pas que ce soit trop grand. Enfin, je trouve des. Oui, vous avez peut-être d'autres astuces. Non, parce que je crois que vous êtes allé à côté de chez vous en Normandie vous faire fabriquer votre petite robe. C'est vrai. Ah mais oui, dis donc, avec un tissu en Liberty. Oui. Exactement, par une couturière à côté. Voilà. Et vous avez trouvé comme figurant les enfants de votre village. De mon village. Alors j'avais dit, pour commencer, on va tous bien se laver les cheveux, pour avoir des cheveux bien brillants. Et du reste, mes fans, ils disaient que quand ils étaient petits, ils disaient que j'avais des cheveux comme la Danette. Des cheveux brillants, bien lisses. Ça, c'est quand même drôle, ça, parce que là, ça remonte à loin. Mais j'avais dit, on va prendre le train, puis le métro, puis on est arrivé au but de Chaumont, tous ensemble. Il y avait mes enfants aussi dedans. Exactement. Et la chorale avait été rebaptisée chorale de Sarcelles, je crois. Oui, c'est ça. C'est ça. C'était une chorale de Sarcelles, alors que c'était des enfants qui chantaient pour la télévision, comme ça, avec nous. Voilà. Et ce qui est extraordinaire, Chantal Goya, c'est qu'à la fin de l'émission, Mariti vous remercie, elle vous dit à bientôt, et vous répondez oui, mais à la maison. Oui, parce que pour moi, j'allais faire un bon dîner avec elle, mais je pensais pas faire une carrière. Je vais la remercier en se disant, on va se retrouver à la maison pour dîner ou venir dîner chez elle. Voilà, c'est tout. Ou faire quelques apparitions à la télévision dans les numéros 1, comme celle-ci qui est assez particulière avec Thierry Leluron. Et vive les piou-piou-piou-piou, les toulourou, qui sont dans les doigts de la mi-bidasse, et vive les comiques qui ont les comiques croupiers. C'était une des plus jolies télévisions qu'on ait faites tous les deux. Ah oui. Et Jean-Jacques me dit toujours mais vous étiez incroyablement drôle et c'était vraiment très mignon de vous voir. Vous étiez de la même taille. Il me le disait encore il n'y a pas longtemps, quand il y a eu tous les Carpentiers qui sont passés dernièrement. Il m'a dit, il aurait fallu qu'on montre quand même les piou-piou, c'était quand même génial. Oui, en fait, les piou-piou, c'était les cafés-concerts du 19e siècle qui avaient mis au point le comique troupier, et que vous les avez parodiés de façon extraordinaire avec le Luron. Dans le nord de la France, c'est très connu. Le pays des ch'tis, il y avait des piou-piou. Voilà. Exact.
exact. Et le plus célèbre, c'était Ouvrard, C'est ça, Ouvrard. qui a fini à l'Olympia à 90 ans. Oui, puis qui chantait J'ai la rate qui se dilate. Et Exactement. Voilà, c'est ça que je devrais chanter, parce que des fois, ça va pas bien. je ris, parce que tout va bien. Alors, et ce qui est extraordinaire, c'est que 2 jours après l'émission, vous recevez un coup de fil de Mariti qui dit « Le standard est bloqué depuis ton passage à la télévision ». Oui, il n'y avait pas Internet à l'époque. Tout arrivait très vite. Il n'y avait que 3 chaînes. Évidemment, ils ont reçu tellement de coups de fil et de lettres, surtout plus de 500 000 lettres dans des sacs postaux. Qui est cette jeune fille? Je disais, mais elle va quand même pas répondre à tout ça. Mais comment je vais faire? Il faut mettre des timbres partout, on n'y arrivera jamais. Et puis on a fait à la télévision. Je crois que Marie a répondu à tout le monde en disant, Chantal va enregistrer. Elle m'a dit, il faut que tu enregistres cette chanson pour les petits parce que tu leur ressembles, ta voix est comme eux. Et ça serait tellement bien, ça serait un joli cadeau. Oui. Et finalement, vous avez accepté de l'enregistrer, Chantal Goya, parce que votre père vous l'a demandé. Papa était très malade et il avait décidé de donner un petit peu de sous à ses enfants. On était 5 enfants. On n'en revenait pas nous-mêmes. Il m'avait dit, consacre-le aux enfants. Comme ça, moi, ça m'a permis de financer mon premier disque. J'avais pas de quoi faire de la face B. J'avais mis juste la musique, mais pas ma voix. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'aucune maison de disques n'en voulait au départ. Ah, personne n'en voulait, parce que nous, à l'époque, on allait nous-mêmes amener nos disques. Et là-dessus, je me disais, on va voir, puisque le public est là, ça va être magnifique. Rien du tout. Voilà. On a déjà Claude François, on a Gérard Lenormand, on a Henri Salvador, mais Chantal Goya, on n'en veut pas. Voilà. Et résultat, tout a changé un soir où vous êtes allé au Rex Club écouter ce chanteur. José Feliciano, chanteur aveugle, et vous êtes allé comme ça pour le plaisir au départ. Jean-Jacques l'aimait beaucoup parce qu'il trouvait que c'était un très bon chanteur qui chantait des jolies mélodies. Moi, je voyais qu'il était minuit, je me disais demain matin, je me réveille pour aller amener mes enfants à l'école, comment je vais me réveiller. Mais il m'a dit, attends, il va se passer quelque chose, Chantal. J'ai dit, mais quoi? À l'entracte, tu verras, quelqu'un viendra te parler de Adieu les jolis foulards. Je dis, mais non, Jean-Jacques, on n'en parle même plus nous-mêmes. Tu sais bien que ça va pas se passer, je vais passer à autre chose. Et il a eu raison, parce que quelqu'un est venu. Il m'a dit, c'est si joli cette chanson, qui va la sortir? J'ai dit, il n'y a personne qui la veut, la bande est dans la voiture, si vous voulez. Vous êtes qui? Je suis le président des disques RCA, François Dacla, venez me voir demain matin. Et vous êtes allé le matin à 9h dans son bureau? J'étais à 8h, vous voulez dire. Alors j'ai dit, je vais pas louper ça. Je suis avec mon sac en plastique, la bande dedans. Il m'a dit, mais qui a produit ça? J'ai dit, c'est moi, avec l'argent de mon papa. Et voilà, j'ai pas pu faire la face B, mais si vous le voulez, je vous la donne. Il m'a dit, non, on va faire un contrat. Ah bon, on fait un contrat? Vous savez, nous, on était totalement comme ça. On pensait pas à l'argent, aux ventes. Et puis là-dessus, il l'a sorti. Et c'est vrai que 1 million de disques ont suivi pendant l'été. Mais c'est incroyable. Et d'ailleurs, je crois que vous étiez très ému, quand vous avez signé le contrat, vous pensiez que c'était un conte de fées impossible. Moi, je croyais pas, j'y croyais pas. Et je me disais en moi-même, mais c'est pas possible. Et je me souviens qu'il y avait l'été, il y avait 2 tubes. Il y avait Porquet-Tevas, Jeannette, et moi avec Adieu les jolis foulards. Mais du jour au lendemain, ça a changé votre vie. C'est-à-dire que vous êtes aperçu que il y avait quelque chose dans le cœur des enfants. Évidemment, tous les enfants sont venus vers moi et puis ça y est, j'ai fait même par hasard une fois, je me suis dit, il faudrait peut-être aller sur scène ou faire d'autres albums. On va en parler. Mais surtout, cette chanson, Adieu les jolis foulards, s'il n'y a pas eu les Carpentiers, elle n'aurait jamais dû exister. Elle n'aurait jamais existé, mais non, parce que moi, j'étais pas branchée pour faire quelque chose. Je suivais le mouvement en allant faire des figurations avec Sylvie, Johnny et tous mes copains. Mais j'étais pas branchée de faire un album et faire une carrière. Surtout que vous aviez vos enfants à élever et vous étiez en Normandie, je crois. J'étais près de Houdan. Oui. Il y avait pas loin de chez nous, il y avait Michel Legrand, il y avait le Mime Marceau, et il y avait Vadim, enfin il y avait tous les amis de Jean-Jacques qui étaient pas loin. Et moi je me souviens que quand mes enfants étaient petits, ils avaient 4 ans et 6 ans, ce qui m'ennuyait c'était d'aller les emmener à l'école alors que le bus passait devant chez moi. Alors j'ai fait arrêter le bus, j'ai dit écoutez, exceptionnellement, est-ce qu'ils pourraient s'arrêter? Comme ça moi je suis en pyjama, je les mets dans le bus et comme ça ils vont à l'école. Allez, aucun souci, mademoiselle, mademoiselle, je dis non mais je suis la maman. Et comme ça le bus passait devant chez moi, près de Houdan. Et moi, je mettais les 2 petits, hop, dans le bus, ils allaient à l'école. Et un soir, je crois qu'il y a une voiture qui s'est arrêtée devant chez vous, alors que Jean-Jacques n'était pas là. Voilà, Jean-Jacques était à Paris. Il travaillait dans des enregistrements pour Mariti et Gilbert Carpentier. Moi, j'étais toute seule et je me souviens que ma maison était assez isolée. Enfin, j'étais entourée de champs de maïs, mais pas vraiment d'habitation. C'était un petit bourg qui s'appelait La Troque. Et là, je vois une voiture arriver. Et moi, je me souviens que j'avais dit à Jean-Jacques, moi, je vais ouvrir le portail parce que si jamais il y a un souci, je puisse partir sans chercher la clé. Le portail est fermé, là, c'est une catastrophe. Et puis la voiture est arrivée, tout allumée.
Je me suis dit, c'est qui... Alors, il est passé devant le salon. Ensuite, il est passé devant l'entrée. La salle à manger, on était à la cuisine avec ma fille qui avait, à l'époque, 6 ans. Et on dormait pas encore, il était tard. Hein. Comme c'était le week-end, j'ai dit, viens, on va rester, on va se raconter des histoires. Et puis, tout d'un coup, un monsieur sort. Je dis, bah, qu'il est bizarre celui-là. Mais enfin, bon. Très gentiment, il me demande où est la route de l'autoroute pour aller à Dreux. Et puis, voilà, le Rouen. L'autoroute A13, je lui dis, bah, c'est tout au bout, vous passez dans Tilly, et puis vous arriverez, là-bas, c'est un petit peu plus loin. Je vais amener un plan. Je dis, oh là là, il va falloir que je me penche la tête, il va me donner le coup du lapin, tiens. Alors je me mettais en arrière, et puis avec un espèce de bâton parapluie, je dis, bah voilà, c'est par là, vous faites ça. Vous voulez que je vous accompagne en voiture? Non, non, je m'en vais. Puis il est parti, mais il était bizarre, ce monsieur. Puis tout d'un coup, moi, le lendemain, j'avais Rémi Grimbach qui venait à la maison pour déjeuner. Le réalisateur. Venir voir Jean-Jacques. Ouais. Il m'appelle, il me dit, Chantal, il est 13h, 13h30, 13h45, je ne peux pas venir chez toi. C'est rempli de flics dans la forêt. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Bah, tu avais Jacques Messrine qui était chez toi. Je dis, c'est pas vrai. Oui. Ben voilà. Et heureusement que Jean-Jacques n'était pas là. On sera encore avec lui, ça se trouve. Ah ben j'en sais rien. Mais heureusement, parce que du coup, il est parti très poliment. Oui, et vous l'avez Après, il a fait des trucs effrayants, mais vers Deauville et vers... voilà, je crois qu'il a kidnappé un pauvre fermier. Enfin, c'était une horreur. Voilà, vous en êtes sorti avec les honneurs. Oui, oui. Et puis une autre date importante aussi qui a compté et dont vous êtes très bien sorti, c'est le 28 décembre 1978. À tout de suite sur Sud Radio avec Chantal Goya. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Chantal Goya. 50 ans d'amour avec un spectacle nouveau au Palais des Congrès dans toute la France, qu'on va évoquer tout à l'heure. Mais 50 ans d'amour qui ont commencé le 28 décembre 1978. Il est 14h à l'Olympia et vous rentrez sur scène avec cette chanson. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que immédiatement, le public, les enfants, 2000 enfants reprennent en chœur la chanson, Chantal Goya. Eh oui, voilà, c'est-à-dire qu'on sortait un album qui était très important, qui avait été fait dans le sud de la France, parce que moi je chantais à Paris, j'avais tout le temps la voix enrouée à cause de l'humidité, la pluie, je ne sais pas. Et Jean-Jacques, je me souviens, il s'est énervé, il a dit à Jean-Daniel Mercier, mon arrangeur, bon, allez, on descend dans le sud, je connais un studio, on s'est trouvé dans le château de Jacques Loussier, qui était Patrice Keff, le réalisateur qui faisait les albums pour les plus gros groupes américains. Aujourd'hui, ce château a été vendu à Brad Pitt et Angelina Jolie, quand même. Quand je chantais là-bas. Et puis, en 1 mois, 2 mois, tout l'été, j'ai chanté là-bas. Mes vacances, c'était pas des vacances, c'était travailler avec les petits chanteurs d'Aix-en-Provence. Et ce qui me faisait un petit peu ce qui me faisait peur, c'est qu'à chaque fois, ils chantaient ce matin, un lapin. Oh là là, je dis, mais ça y est. Et on l'a chanté, allons chanter avec Mickey, c'est l'album, il y a allons chanter avec Mickey, voulez-vous danser grand-mère, ce matin, un lapin. Un album énorme. Oui, grâce à Armand Bigle, qui était alors le président de Disney. Oui, Armand Bigle, il m'a reçu, parce que j'avais chanté Davy Crockett avant. Oui. Et il m'a dit, oh, ben, venez me voir, alors je vais chanter cette chanson, allons chanter avec Mickey, j'avais un cahier, il m'a dit, qu'est-ce que vous faites? Je dis, ben, je vais vous chanter la chanson, vous allez voir. Moi, je veux dire, je suis maman. Moi, j'ai avec des enfants petits, mais il n'y a pas Mickey et Minnie en France, il n'y a que le journal de Mickey, est-ce qu'on peut pas les avoir en vrai? Parce que Jacques Martin m'avait dit, tu vas devenir la marraine de mon émission L'école des fans, tu vas voir, ça va être génial. Et moi, je lui dis, ben, moi, je vais t'amener à une belle surprise. Et c'est vrai qu'il m'a donné Mickey et Minnie, Bernard et Bianca. Enfin, tout le monde est venu sur le plateau, avenue de Wagram, là-bas, à l'Empire, pour chanter, allons chanter avec Mickey. Vous parlez du journal de Mickey, mais Paul Vinclair va un jour proposer à Disney en 1934 de faire le journal de Mickey. Il le voit à Londres. Personne ne l'avait fait dans le monde. Mais non. Et Walt Disney, n'y croyant pas, a accepté sur une carte de visite en disant, je vous donne mon accord, sans même négocier un contrat. Vous vous rendez compte, c'était comme ça à l'époque. Et moi, je vais vous donner une anecdote que vous ne savez pas, mon cher Jacques. C'est que je pris un train, j'étais en Autriche avec mes parents, j'avais 8 ans, parce que mon frère avait 6 ans, mes frères et sœurs venaient de naître, nous sommes partis dans un train en vacances dans l'Arlberg, et il y a un monsieur qui a demandé à maman de s'asseoir, et maman lui dit, oui, vous pouvez vous asseoir au milieu des enfants, et il lui a dit, oh là là, votre petite Chantal, ça s'appelle comment Chantal? Alors en anglais, en américain, il a dit, oh, elle ressemble comme un dessin animé, mon visage, et moi je regardais, j'écoutais, et tout d'un coup, il a donné sa carte à maman, c'était Walt Disney. Incroyable. Qui allait lui-même chercher le château de la Belle au Bois dormant en Autriche, puisque c'est comme ça qu'il l'a réinventé. Il ne faut pas s'étonner de votre destin ensuite. Ah ben voilà, moi je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Je connais pas Monsieur Walt Disney, c'est qui celui-là? C'est bien.
Alors, cet Olympia a été rempli en 2 heures, ce que vous n'auriez jamais imaginé. Non, parce qu'on l'a fait dans une radio, on a fait un concours. Je disais, Jean-Jacques déjeunait avec les présidents, Monique Lemarcy, on peut la nommer. Oui. Et tout d'un coup, j'ai dit, tout ça c'est bien, mais moi j'aimerais bien aller chanter à l'Olympia aussi. Et Jean-Jacques m'avait dit, mais comment? Mais c'est là où il y a Edith Piaf, Jacques Brel, tu ne quand même pas chanter au milieu de la scène. Je dis, je vais me mettre sur le côté, t'inquiète pas. Et là, tout d'un coup, je me souviens qu'il y avait André Torrent qui m'a dit, j'ai une idée, on va essayer de tester Chantal à la radio, de voir si c'est oui ou si c'est non. Tu disais, stop ou encore, un truc comme ça. En 2 heures, c'était oui. Voilà. C'était complet. Et en fait, vous avez fait ce concert, ce premier gala pour une œuvre, le Variety Club de France. Oui, Variety Club. Voilà, auquel appartenait Jacqueline Cartier, oui. Qui, on l'a oublié, a écrit les mémoires de Joséphine Baker, les vrais. Exactement, c'est vrai. Et alors, ce concert se passe tellement bien qu'à la fin, Bruno Cocatrix, qui est en coulisses, vous tombe dans les bras, Chantal Goya. Il me tombe dans les bras, il avait une petite fenêtre qui regardait et voyait les artistes qui étaient sur scène et il a dit à Jean-Jacques, tu devrais lui écrire des spectacles parce qu'elle vient d'ouvrir le music hall pour enfants. Et Jean-Jacques ne croyait pas en ce spectacle, il ne voulait pas que vous chantiez à l'Olympia. Mais non, il disait, c'est cette rencontre, il y a eu Marlène Dietrich, il y a eu Jacques Brel, il y a eu Charles Trenet, Gilbert Bécaud, ses débuts, ce qui était de la folie, et surtout Edith Piaf. J'ai dit, mais c'est pas grave, je me mettrai sur le côté, moi. Voilà. Et puis, pour vous, c'était une façon de remercier les enfants. Oui, les enfants ont toujours été près de moi. Les enfants, vous savez, un jour, ma fille m'a dit, maman, tu as une énergie de folie sur scène, partout dans la vie. Moi, je comprends pourquoi les enfants t'aiment, parce que vous avez la même énergie, des énergies très hautes, et vous vous retrouvez. Et ça, on peut pas dire à un enfant, va embrasser Chantal, va aller la voir. S'il veut pas, il n'y veut pas. Hein. Et puis vous faites ce spectacle avec vos moyens. Et il y a une chanson ultra connue qui est aujourd'hui un classique et que tous les enfants d'aujourd'hui interprètent. Et elle est née aussi sur cette scène. Ce matin, un lapin a tué un chasseur. C'était un lapin qui s'était... Alors, il se trouve que le lapin qu'on voit dans vos spectacles, eh bien, il a été construit, je crois, par une dame, un jeune lapin, une dame qui fabriquait des peluches géantes. Ah oui, c'est vrai. C'est vous qui m'avez... C'est bon, je sais plus, j'ai tellement eu d'histoires qui sont arrivées, mais oui, c'est vrai, certainement, parce que comme ça devait d'arriver, moi j'étais complètement fascinée parce qu'elle m'amenait un grand lapin en plus, je disais quoi ça? Et puis finalement, c'était le lapin qui a... Mais oui, alors évidemment que je suis bête, c'est Marie-France Larouille. Exactement. Marie-France Larouille qui avait 18 ans à l'époque, et avec mon producteur Roland Hubert, parce que l'Olympia était tellement... Je faisais à 11h du matin, à 14h et à 17h, qu'on décide à ce moment-là d'aller au Palais des Congrès. Et mon producteur devient Roland Hubert, le papa d'Hervé Hubert, qu'on voit partout à la télévision. Et Roland Hubert était un producteur génial qui a dit à Jean-Jacques, faites ce que vous voulez, Jean-Jacques. C'est pas une question d'argent. Je ne veux pas qu'on parle de tout cela. Faites rêver tous les petits Français et faites le plus beau spectacle que vous puissiez imaginer. Mais au départ, vous aviez peu de moyens, à tel point que je crois que pour le premier spectacle, vous avez emprunté des costumes au but de Chaumont. Oui, parce que Michel Freinet m'avait prêté des costumes. On s'était servi de tous nos amis au but de Chaumont, de la SFP, des décors faits par Michel Freinet faisait des costumes. Oui. Et puis, il m'avait donné ma robe de princesse. Voilà, j'avais des costumes grâce à... parce qu'ils nous aimaient tellement. Ils étaient tellement heureux de faire des belles choses. Et je m'étais dit, il n'y a qu'avec eux je peux faire de belles choses parce que j'aime les choses qui sont belles, que ça fasse plaisir au public et que ça les fasse rêver. Et ce qui est extraordinaire avec ce premier spectacle, c'est que vous n'avez pas voulu apprendre le texte, vous avez improvisé, Chantal Goya. Moi, j'improvisais tout. J'écrivais sur un cahier à moi des espèces de textes que je me faisais à moi-même, des points de repère. Et dès qu'on était sur la scène, je mettais mon cahier sur le côté et terminais, tout était dans ma tête. Et les enfants tout de suite crient, regarde, j'ai une belle robe, moi j'ai mis mon pantalon de velours, je dis, oh là là, mais c'est magnifique. Et Jean-Jacques me dit, mais on parle pas comme ça sur scène, Chantal. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je dis, mais moi je sais pas comment vous faites, vous, moi je parle à tout le monde. Exactement, et ça a marché. La seule chose que vous aviez répétée, je crois, c'était vaguement les ballets d'Arthur Plachert. Ah, Arthur Plachart était là, me faisait travailler, mais à chaque fois je disais, moi je vais aller par là. Ah non, il faut aller dans l'autre sens. Ah bon, alors on va essayer, mais ça durait longtemps. Mais je suis pas une vraie danseuse, alors c'était compliqué au début. Mais par contre, je savais... Alors ça, c'est ce que m'avait dit Charles Trenet. Tu as le sens des gestes. Et ces gestes que tu fais toi-même, on ne les apprend pas. Je sais que moi, je fais des gestes par moi-même. Le panda, le truc du panda, l'Himalaya, c'est un grand truc pointu, comme ça, un triangle. Et le lapin, évidemment, mais ça, c'était le geste des enfants. C'est le geste de ralliement de tous les enfants. Mais Charles Trenet, comme Montand, comme Piaf, répétaient leurs gestes devant une glace avant un spectacle. Moi, je peux pas. Non. Alors, je sais même que le jour de votre entrée en scène, vous avez instinctivement lancé les bras en avant. Oui, comme ça, je mettais les bras en avant parce que je suis heureuse de donner au public quelque chose, moi.
Je donne rien vers moi, je donne tout dans l'autre sens. C'est-à-dire que tout ce que j'ai envie de faire, je le donne au public. C'est un geste que j'ai toujours eu en moi, même petite. Et qui est resté. Et qui est resté. Et puis, il y a un incident lors du premier spectacle, je crois. Il y a un technicien qui passe derrière le rideau et le public crie « Oh, la sorcière !» Ça, c'était au Palais des Congrès. Ouais. Au moment où c'était en 84, au moment où je chante avec le Dragon Bleu, que je vais monter dans les bras du Dragon Bleu, que je suis dos au public avec tous les gosses, qu'on va monter dans les mains du dragon, qu'est-ce que je vois passer? Eh ben, c'était l'heure de faire le ménage. Il passe avec son seau, un monsieur très tranquille, qui passe avec son seau, son balai, et en avant, il a traversé toute la scène. Alors moi, j'ai pas bougé, puis les gosses criaient « Il y a la sorcière !» Je dis « Bah oui. » Puis après, je dis « Mais qu'est-ce que t'as fait ?» C'était l'heure, il était 4 heures, c'est à 4 heures que je passe. Voilà. Mais C'est génial. Jean-Jacques Debout était furieux en coulisses parce que vous n'aviez pas vu la sorcière. Ben non, moi j'avais pas fait attention. Pour moi, je faisais comme les enfants. Je disais c'est normal, voilà. On va pas l'attraper, ce pauvre. Il fait son travail à une heure précise. Au contraire, il est très ponctuel. Mais seulement, je suis sur scène, Ouais, en plein spectacle. Alors il se trouve qu'au départ, Jean-Jacques vous a donné quelques conseils, mais finalement, il vous a laissé carte blanche parce qu'il a compris qu'il valait mieux vous laisser carte blanche. Oui, il vaut mieux. Mais c'est peut-être pour ça aussi que, si vous voulez, que à chaque fois qu'il y a un spectacle, je ne suis pas la même. En fin de compte, je ne réagis pas de la même façon. Si le public est tellement différent d'une salle à l'autre que je réagis d'une manière complètement différente. Et c'est pour ça que souvent, je me dis, je ne pourrais jamais jouer au théâtre. Ils vont tous être malheureux, moi, parce que je vais faire un texte à moi, ça va devenir une autre pièce. Et Louis de Funès, il était comme ça aussi. Exactement. Ah oui. Mais et même au départ, vous ne pensiez pas qu'après ces deux représentations, ça marcherait aussi fort. Non, moi je n'y pensais pas. Je pensais pas que j'allais aller au Palais des Congrès, qu'on allait enchaîner et que ça devenait de la folie. Mais vous savez pourquoi j'étais au Palais des Congrès? Non. Moi, je vais vous raconter une anecdote qui est vraie. Eh bien, figurez-vous que la première fois, c'était un Noël pour mettons, je sais plus quelle marque importante, un Noël des enfants. Et il m'avait choisi. Et moi, j'ai dit, je peux pas chanter sur une scène devant un rideau, c'est pas possible. Alors, j'avais été au Palais des Congrès, j'avais vu ce qu'il y avait. Il y avait l'acte 2 de Gisèle par les ballets de Kirov. Et c'était juste comme ça que je vois ça. Et là-dessus, je dis au technicien et à la direction générale du Palais, est-ce que vous pourriez leur demander de me laisser la forêt avec la petite cabane, que je puisse chanter, moi, ces 5 chansons pour ce Noël spécial. Ils ont demandé, ils ont accepté. Si elle nous abîme pas... Ah non, il y aura que moi, je serai toute seule. Et j'ai dit à Jean-Jacques et Gilles Paquet à l'époque, qui était mon agent, venez au Palais des Congrès, vous allez voir quelque chose. Et là, quand il m'a vu débouler au milieu du décor du ballet de Kirov, Jean-Jacques, il m'a dit, ça y est, là maintenant, je vais lui faire une forêt. Elle est tellement à l'aise. Bah oui, j'étais dans mon univers et dans mon monde à moi, celui des enfants. Voilà. Et ça a continué. Et il y a une nouvelle date aussi qui relève du conte de fées. C'est le 29 août 2001. À tout de suite sur Sud Radio avec Chantal Goya. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Chantal Goya. Merci. Retour sur scène. Merci à vous d'être là une fois de plus pour ce retour sur scène au Palais des Congrès le 25 mai et une grande tournée pour 50 ans d'amour, 50 ans de scène. Oui, il y aura 2 séances au Palais, à 14h et 18h. Oui, et puis il y aura tous les zéniths derrière. Voilà. On va en parler tout à l'heure. 18 zéniths, oui. Mais j'en reviens à une date importante, le 29 août 2001, la sortie de ce film. C'est la chanson du film absolument fabuleux de Gabriel Aguillon. Et là, ça relève du miracle aussi, parce qu'un jour, je crois que vous recevez un coup de fil de Dominique Besnéard. Exactement. Dominique Besnéard, qui est un grand ami que je salue, que j'embrasse très fort, me dit, ma petite Chantal, il faut que tu sois absolument présente dans un film où tu joueras ton propre rôle dans Absolument Fabuleux. Je connaissais le film en Angleterre, mais je ne savais pas qu'ils allaient en faire un en France avec, comment elle s'appelle, Josiane Balasco et puis Nathalie Paille. Et moi, je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire là-dedans? Alors déjà est arrivé le frère de Goldman à la maison qui a dit à Jean-Jacques, est-ce que vous me prêtez votre femme parce qu'on va remixer Bécassine. Robert Goldman, oui. Robert Goldman, pardon.
Et là-dessus, il me dit, bah, écoutez, je vous prête ma femme, mais qu'est-ce que vous allez faire de ma musique et de ma chanson? Bah, vous verrez. Alors bon, bah, d'accord. Donc, je suis partie en studio, me voilà en train de chanter Bekesign is my cousin avec des chœurs. Mais c'était marrant, moi, ça m'amusait. Après, la robe de Bécassine va être faite par Jean-Paul Gaultier. J'ai dit, ah bon, Jean-Paul Gaultier me fait une robe, ça c'est génial. Alors me voilà habillée par Jean-Paul Gaultier avec une robe hyper sexy. Puis après, c'est pas fini, on va vous mettre les cheveux chocolat marron. J'ai chocolat, je sais qu'est-ce que c'est que ça. Et alors, il m'avait remonté les cheveux, il m'avait mis un truc de fou, hyper maquillée. Mais j'étais déjà prête comme ça à 7h du matin. Puis à un moment, j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire? Mais on tourne à quelle heure maintenant? Elle me dit, ah bon, on va tourner vers 20h ce soir. Quoi? Je vais rester toute... Oh non, alors j'étais au café en face, où il y avait tous les camionneurs qui arrivaient, là-bas, où on tournait. J'ai vu avec Josiane Balasco, elle buvait déjà sa bière. Moi, j'ai bu mon coca. Je suis restée au moins 3 heures à parler avec tous les camionneurs qui hurlaient de rire. Et je peux pas rester dans une loge, moi, comme ça. Alors Nathalie, elle était là, elle avait des odeurs magnifiques de parfum pour hydrater sa peau, pour qu'elle soit toute belle. Moi, j'avais rien de tout ça. J'étais là-bas, au milieu de tous ces gens. Puis après, j'ai tourné et ça fait rire tout le monde parce que j'ai joué à fond. Il y avait Stéphane Bern aussi. Oui, exactement. Ah ben oui. Alors l'idée au départ, c'est Gabriel Aguillon qui l'avait eu et il m'a raconté que quand il vous a proposé le rôle, vous n'y avez pas cru. Mais non, je me disais, c'est pas possible. Faire le rôle de Chantal Goya, c'est pas important, Chantal Goya, quand même. Ben si, il le voulait absolument. Et ben, sans le savoir, ça y est, on était parti dans une autre chanson qui a fait toutes les boîtes de nuit de France et de Navarre et toutes les radios branchées. Voilà. Et je suis passée de Has Never Been. Oui, il fallait que je dise que j'étais Has Been, et je leur dis, il vaut mieux Has Been qu'Has Never Been. Ça, c'est moi qui l'ai inventé. Ouais. Alors là, ils pleuraient de rire, et puis ils ont vu que j'étais dans le personnage, que je riais de moi-même, et puis ça leur a beaucoup plu. Voilà. Et il se trouve que vous avez commencé à passer dans les discothèques à 3h du matin, alors qu'en général, à 22h, vous êtes couché. Moi, je suis couché à 22h, vous vous rendez compte, je suis couché comme les poules, moi, je me réveille pas, je fais pas la fête, tout ça, je bois pas, donc c'est pas possible. De reste, je leur dis à tous, parole de nuit ne voit jamais le jour. Parce que moi, le matin, j'y suis allée une fois, alors on va faire ça, moi, le matin, j'appelle, alors qu'est-ce qu'on fait? Ah ben non, tout le monde dort, c'est fini, c'est la nuit. Parole de nuit ne voit jamais le jour, c'est bien ce que je dis. Et puis, c'est pour dire tout ça que moi, je suis pas quelqu'un qui boit, je suis quelqu'un me réveille à 3h du matin, dans la porte, oula, qu'est-ce qui se passe? Il faut vite te préparer, te maquiller, allez hop, on va en boîte de nuit. Ah bon, hop. En bon Gémeaux, je m'adapte à tout, je me mets un peu de blush sur la figure, et là, je tombe dans un monde de fous. Un monde complètement fou, parce que... Vous êtes sur scène avec le Lapin et Bécassine, et vous avez des messieurs en cuir qui dansent autour de vous. Ah, il y en a partout. Et qu'est-ce que je fasse? Moi, ah bon, ils sont bizarres, mais c'est pas grave. Et puis alors, tous les gays qui étaient là, et alors à chaque fois que je chantais Booba, mon petit ourson, pof, ils s'embrassaient sur la bouche. Alors moi, je tournais la tête, je regardais le mur, je voulais pas. Moi, je suis très pudique. Je me disais, oh là là. Puis j'avais peur que d'une chose, c'est comme il y avait quand même la cigarette, ils fumaient tous. Je me suis dit, je vais brûler avec mes robes. Il suffit qu'une sonde touche ma robe et qui est en tulle ou en mousseline, tchoum. Alors je me demandais toujours où est la sortie, elle est tout au bout. Évidemment, elle n'est jamais derrière nous, elle est tout au bout là-bas. Bon. Mais enfin, j'ai bien ri quand même, parce que c'est un monde qui m'a beaucoup amusé. Et franchement, j'ai jamais eu ça de ma vie. C'était magnifique. Et je crois que votre premier choc, ça a été quand vous êtes passé devant une discothèque, le Scorp, et vous êtes demandé pour qui était ce... Mais il y avait la queue jusqu'à l'opéra. Je me attendais qui, Madonna? Mais non, c'est vous. J'ai commencé, moi, l'hystérie générale. Alors, mais vous savez, les gays, tout le monde gay, ce sont des artistes aussi, parce que toutes les modes, tout ce qui va être la mode qui est devancée, les fashion week, tout ça, on a beaucoup de personnes qui ont de l'imagination, et voilà, je les aurais jamais autant remercié de m'avoir choisi un jour. Oui, parce qu'en plus, c'est arrivé à un moment où vous aviez quelques difficultés, parce qu'il y avait eu, ça marchait, vous faites toujours quelques galas, mais surtout à Paris, parce que vous n'aviez plus les moyens d'aller en tournée. Je crois qu'il y avait eu un château, et là aussi Jean-Jacques était un pionnier, bien avant qu'on fasse le Puy du Fou et autre chose, il a créé un spectacle dans un château. Ah, le château de Saint-Loup, c'est magnifique, parce qu'il a écrit la légende de Saint-Loup. On a eu tous les patrons, le grand ministre qui a fait le Futuroscope qui est venu nous féliciter, Philippe de Villiers, parce que c'était les débuts de tout ça, et nous avait fait un très très beau spectacle. Les artistes venaient de Paris en quart, des grands artistes, et Jean-Jacques, évidemment, avec son grand cœur, il me disait, oh non, on va pas les envoyer à l'hôtel, ils vont être malheureux, allez, on les garde tous à dîner. Mais attends, ils étaient... Alors lui,
les artistes du spectacle de Jean-Jacques, la légende de Saint-Loup, ils étaient à peu près 50. Moi, nous, on était 20, ça faisait déjà 70. Plus les copains qui venaient tous boire un coup, venaient dîner, c'est ça carrément. Je dis, mais qu'est-ce qu'on va leur faire à dîner? Je passais ma vie chez le fermier qui me mettait des poulets, il y en avait au moins, je sais pas, une vingtaine. On préparait des grandes assiettes de poulet, on mettait des tables les unes derrière les autres, puis les artistes arrivaient, Jean-Claude Brialy arrivait, il y a même un gros producteur américain qui est arrivé en disant, mais c'est fou, près de Paris, il y a des vaches. Je dis, mais oui, il y a des vaches tout près de Paris, évidemment. Et il est arrivé. Non, mais c'était des dîners où on était à peu près 100. Alors, la bouffe, bah, évidemment, fallait pas s'attendre à une bouffe magique, mais ils adoraient. Alors, je me souviens, je faisais des boîtes de macédoine de légumes avec la mayonnaise et je touillais ça avec mes mains, comme ça, et hop, en avant. Et tout le monde disait, oh, qu'est-ce qu'on est bien chez vous. Bah oui, bah, on est bien chez vous. Puis le matin, il fallait tous les réveiller. Oui. Ils dormaient sur des canapés, ils dormaient, je sais pas. Non, mais c'est une organisation de fou. Ça, c'est merci Jean-Jacques. Oui, mais là aussi, vous étiez en avance sur votre temps. Ah oui. Parce que ce spectacle, aujourd'hui, il ferait un carton. Il ferait un carton. En plus, c'était Michel Bernot qui a fait tous les arrangements et tous les artistes chantaient en direct, en live. Et Jean-Jacques faisait le rôle du narrateur, d'un personnage du XVIIIe siècle qui traverse le temps. Et puis il y avait même un cheval, il y avait le fameux loup de Saint-Loup qui faisait peur à tout le monde, mais grâce à l'histoire de Jean-Jacques, tout le monde adorait ce loup. Et je me souviens que tout le village travaillait avec nous l'été. Ils faisaient les robes, ils préparaient tout. Et puis Jean-Jacques leur avait fait faire comme une procession avec des flambeaux et puis de la bougie. Puis d'un coup, je dis, mais c'est bizarre là-bas, il y a comme du feu. Bah, l'autre, il avait brûlé les cheveux de la dame qui était devant. Ah, ça commençait bien. Non, mais on a fait des trucs drôles. Mais vous voyez, c'était un mini Puy du Fou. Parce que Puy du Fou d'aujourd'hui, c'est extraordinaire. Alors, il se trouve aussi que ça ne vous a pas empêché de continuer à faire des spectacles. Et il y en a un que vous avez repris récemment et qui est né pendant cette période. En voici l'ouverture. L'étrange histoire du château hanté. Ah, oui. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que Jean-Jacques Debout a adopté un principe qu'on ne trouve que dans les opérettes de jadis. Il y a toujours 3 minutes d'introduction avant le spectacle. Ah, ça, il le fera toujours. Ce sont tous mes tubes qui passent musicalement et tout le monde se rappelle de ça, du Lapin, de Bécassine. Tout le monde chante, mais c'est une tradition qui vient aussi des États-Unis. Ça s'appelle une ouverture avec tous les airs les plus connus de ma carrière. Et ça ne se fait qu'avec Jean-Jacques. Personne ne le fait aujourd'hui. Ben oui, mais aujourd'hui, ils ont peut-être pas non plus tous les tubes que nous avons eus pendant des années aussi. Mais c'est surtout tout le grand orchestre qui joue ça et c'est très beau. Et le Château hanté, c'est magnifique, je le rejouerai. Vous savez, moi, j'ai joué qu'un seul spectacle, Le Soulier qui vole. Je l'ai rejoué, mais maintenant, je vais rejouer Le Château hanté, La planète merveilleuse et Le mystérieux voyage de Marie-Rose. Exactement. Et on retrouvera entre autres cette chanson. Mon ami la chouette, vous qui voyez tout, dans la nuit si fraîche, vous surveillez tout. Et ça, ces spectacles ont une particularité, ce sont les décors que vous avez miraculeusement préservés, Chantal Goya, oui, dans un hangar. Oui, j'ai gardé tous mes décors près de là où j'habite. Et personne ne le fait, généralement. Ben non, mais parce que les artistes, ils chantent, ils s'en vont, mais ils sont pas producteurs, peut-être. Et moi, même si j'étais pas productrice, je dis, qu'est-ce que vous allez faire de mes décors, des robes? Oh, ben ça va servir nulle part, ça va être mis dans un coin, on va les abandonner. Je dis, mais moi, je les abandonnerai jamais. Moi, je vais les garder. Et au contraire, ça a permis à des personnes de me faire rêver aussi, parce que je peux pas être toute seule à faire les robes. Il y a toute une équipe importante. Et que je remercierai jamais autant, parce que finalement, c'est un travail, c'est comme une famille qui travaille tous ensemble. Oui, mais en même temps, ce qui est extraordinaire, c'est qu'au départ, un jour, on vous a proposé de faire un spectacle avec des effets spéciaux, et non, vous voulez travailler à l'ancienne. Ah non, c'est pas possible. Je me souviens, l'arbre, j'avais une robe blanche, et mon arbre, c'était une planche qui dessinait comme un arbre, une planche sur laquelle devait être projeté un arbre. Et c'est moi qui avais l'arbre sur ma robe. Je dis, mais c'est pas vrai. Alors je disais à l'arbre, oh, ben mon pauvre monsieur le chêne, vous êtes malade. On va vous donner un petit truc pour vous faire revivre, pour vous redonner des couleurs. Moi, j'étais toute colorée, la robe était sur moi. Non, mais c'était réussi, ça, ce truc-là. Mais est-ce que le secret aussi de votre succès, c'est pas aussi ce côté spectacle à l'ancienne avec des vrais décors? Ben évidemment. Moi, je suis dans une enveloppe que m'a créée Jean-Jacques Debout, parce que il m'a toujours vu avec des vrais décors. Et à l'époque, Pierre Simonini, qui travaillait avec Jean-Jacques arrivait avec des dessins, et Pierre les retranscrit sur des décors, sur des toiles. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir retrouvé son fils, Jean-Luc, qui fait exactement ce que fait le papa, parce qu'on a refait des toiles. Puisque le spectacle, ça va être les 4 spectacles réunis. Donc il y aura évidemment l'arbre, Monsieur le chêne, que j'ai gardé. Il y aura la petite Luciole avec son carrosse escargot. Il y aura la lune et il y aura le soulier. Mais heureusement que Simonini travaille depuis 1 mois avec toute une équipe pour refaire ce que son papa faisait.
Ça, c'est fabuleux. Il a même été en Italie retrouver tous les décors anciens qu'il avait gardés. Spectacle Chantal Goya. Il disait, le spectacle de Chantal Goya, je vais le faire le mieux possible avec mon cœur. Mais quand vous entendez ça, vous ne pouvez pas détruire tout ça. C'est pas possible. Exactement. Au contraire, il faut les garder à vie. Et dans ces spectacles, il y a aussi une autre chanson qui est un classique, c'est le Papa Mille Pattes. Ah, mais il va être là. Il a écrit, Jean-Jacques, cette chanson. Cette chanson. Il l'a écrit, on était partis en vacances, on va dire, c'est même pas des vacances, on est partis 8 jours au Kenya, dans un mât qui était magnifique au milieu des Maasai, et je trouvais que c'était tellement beau. Le soir, tous les singes avec leurs petits repartaient de la montagne, ils repartaient dans leur maison, mais ils étaient, moi je sais pas, 200, ils partaient comme ça, et puis ils étaient contents, tous les enfants, parce que je leur avais amené des disques, ils me connaissaient pas, hein. Ils étaient contents parce qu'ils voyaient Babar, qui était habillé, ils disaient, oh là là, l'éléphant, il a un pantalon, une veste, mais pas chez nous. Mais en tout cas, ces gens étaient merveilleux, vous avez fait des écoles pour eux, et là, il y avait un 1000 pattes par terre, rouge. Et attention Jean-Jacques, ne mettez jamais le pied dessus parce qu'il est épouvantable ce 1000 pattes. Et là il a écrit c'est le Papa Mille Pattes, il avance, il recule de gauche à droite, il déambule. Et moi je riais parce que je le vois sur scène, il sera sur scène avec nous. Il est toujours là, ça sera l'original. Tous les personnages, ce sont les originaux. Et dans la salle, il y a les petits-enfants de vos premiers spectateurs, mais aussi en coulisses, parce que les danseurs, ce sont aussi quelquefois les petits-enfants de vos premiers danseurs. Ben évidemment, il y a des enfants de mes enfants, c'est quand même fou parce qu'on ne se quittera jamais. Et en même temps, dans ce spectacle, il y aura 12 danseurs et 10 enfants, chose que je suis très heureuse parce qu'un enfant... d'abord, c'est la plus belle école d'être sur scène pour lui. Et tous ceux qu'on a choisis, ça fera plaisir aux enfants dans la salle. Et il y aura plein de surprises. Oui, mais il y a parmi les danseurs et les danseuses, les enfants ou les petits-enfants de vos premiers danseurs. Mais il y a surtout Rebecca Hampton, qui était petite fille dans Le Soulier qui vole, qui jouait avec la fille du mari de ma fille, oui. De ma sœur, pardon, pas de ma fille, de ma sœur. Et toutes les deux, elles étaient dans Le Soulier qui vole et j'ai gardé leur costume et j'ai toujours dit que le jour où j'arrêterais complètement, je leur redonnerais leur petite robe quand elles étaient petites filles et elles m'amènent leurs enfants. C'est leurs enfants qui viennent maintenant me voir et certaines, elles sont trop grandes. J'attends qu'elles fassent des enfants pour les mettre sur scène. Voilà. Mais ce qui est étonnant aussi, c'est que les enfants montent sur scène comme jadis, mais poussés par leurs parents ou leurs grands-parents. Ah, il y a quelque chose d'aujourd'hui qui est invraisemblable, Jacques, c'est que les enfants viennent tous habillés en bécassine. Il y en a 50 qui montent sur scène, ou alors on a un petit chaboté qui, lui, ne veut même pas l'enlever pour dormir ni pour aller à l'école, il garde son costume. Ils ont entre 2 ans et 8 ans. Et tous, ils courent sur la scène vers moi en m'attrapant dans les bras. Donc déjà, ça, c'est spontané. Il y en a même une l'autre jour qui m'a pincé pour voir si j'étais vraie. Je lui dis, bah dis donc, ça commence bien. Et puis alors, tout le monde me dit, alors, t'as trouvé où la robe? Ben, t'es pas au courant. Il y a une boutique dans le téléphone, c'est là qu'on l'achète. Je dis, bah dis donc, il y en a qui fait de l'argent, là. Il y en a un qui fait le costume de bécassine et qui le vend partout. C'est extraordinaire. C'est incroyable. Bon. Mais vous êtes même ému à la fin de chaque spectacle. Vous avez presque les larmes aux yeux. Mais oui, parce que je vois les mamans qui m'ont connue petite et aujourd'hui, leurs mamans sont peut-être plus là. Et puis, vous savez, je termine par une chanson qui sera toujours ma chanson fétiche, c'est Adieu les jolis foulards. Bien sûr. Donc, Adieu les jolis foulards, c'est 1975. Et de vrai, j'ai l'idée de faire un programme qui sera pas comme un programme, parce que c'est un peu moi qui fais tout. On va pas m'amener un programme fait d'avance. Je vais faire un joli théâtre qui sera marqué 1975-2025. Il était une fois Marie-Rose. Puis ça sera mon programme. Il y a une autre chanson qui termine un autre de vos spectacles. Oui. Je te ferai un signe en passant. Tout ça. l'amour du monde, tout l'amour du Cette monde. chanson est aussi extraordinaire parce que la salle est déchaînée avec cette chanson. Ouais, c'est les finales, les beaux finales que ça va faire Jean-Jacques. Je sais que vous l'adorez, cette chanson. Je suis pas mais le là, seul. non, tout le monde. Mais là, il y a une surprise. Il y a 2 belles chansons qui vont avoir lieu. Ça sera pour mes 50 ans d'amour. Il y aura une très jolie chanson, mais je vais pas dire comment être faite la mise en scène, parce que c'est une surprise, qui va s'appeler Ainsi. Ainsi, je suis arrivée d'Indochine. Ainsi, il m'est arrivé tellement de choses. Ainsi, je vous ai retrouvé. Ainsi, vous avez inventé un chemin qui s'appelle le rêve. Ça sera toute ma vie en 3 minutes. Et un final, comme il sait faire Jean-Jacques, c'est un final comme on trouve à Broadway, qui va appeler 50 ans d'amour. Voilà. Alors là, je suis contente parce que là, ça va faire, il y aura tout le monde va être debout à mon avis parce que ça, c'est une très belle chanson. Alors, on va en reparler justement à travers la date de la première de ce spectacle, le 25 mai 2025. À tout de suite sur Sud Radio avec Chantal Goya. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, Chantal Goya, mon invité. Alors, on a commencé à évoquer ce spectacle dont la première est le 25 mai 2025. Vous fêtez vos 50 ans de scène avec un spectacle dont les chansons n'ont pas été choisies au hasard.
Non, j'ai voulu que ce spectacle soit avec beaucoup d'émotion et qu'on retrouve tout ce que le public a aimé et qu'il ne voit plus depuis très longtemps, comme les Mickeys, les petits hérissons, le papa mille pattes, la petite Luciole qui va être là, petite fille adorable qui va chanter ce qu'elle chantait avec moi en 1982, et le carrosse escargot qui va l'emmener dans l'îlot papillon. Et puis l'îlot papillon, et bien évidemment le mariage de Titi Malia, c'est la grande fête. Il y aura le pélican, il y aura aussi le crocodile avec toutes les danseuses, et puis il y aura des medleys. Alors les medleys, je peux vous assurer que j'ai bien écouté ce que le public veut. Ils vont retrouver Pipotin, parce que ça c'est vraiment quelque chose qu'ils m'ont demandé tout, cette chanson. Il y aura le medley avec les chansons connues et le medley avec des personnages Zig et Puce, et puis aussi Professeur Nimbus. Il y aura aussi Piou Piou Petit Poussin, enfin que des chansons joyeuses que le public a adorées. Oui, parce qu'il y a toute une génération qui ne connaît pas ces personnages que vous avez chantés dans les années 80. Ben oui, à chaque fois, je vous dis, mon public, ils arrivent, ils ont 3 ans. C'est pas comme peut-être les autres ont un public qui s'en vont. Moi, ils reviennent par les bébés, par les tout petits. Alors les tout petits, ils apprennent tout avec les parents qui sont aussi jeunes qu'eux, qui ont 30 ans. Et il y a même une maman qui me dit « Oh là là, Chantal, je vais avoir mon bébé dans 2 ans. Surtout continuez, hein, parce que j'aurais qu'elle... » Mais oui, mais c'est fou ça d'entendre des choses pareilles. Vous n'avez pas l'intention d'arrêter? Non, j'arrête pas. Moi, non, je peux pas arrêter. Et puis qu'est-ce que je vais faire? Je vais tourner en rond. Et puis je vais revenir sur la scène de toute manière. Exactement. Alors il se trouve aussi que ce spectacle suit une tournée déjà. Il y a eu une tournée que vous avez prévue pour 20 dates et qui a été beaucoup plus longue que prévu. Oui, là, on a fait une tournée de théâtre, oui, avec juste des danseurs pour les personnages. Et là, c'est une grande tournée avec des zéniths, avec les enfants qui seront sur scène. Tu vois, on est en train de voir comment on va s'organiser, parce que il faut que tout le monde soit heureux et que ça se passe bien. Mais en général, ils sont tellement contents de venir en tournée. C'est le samedi et dimanche. C'est pas la semaine qu'ils travaillent, ils ont l'école. Mais voilà, c'est la plus belle école pour eux, c'est d'être sur scène aussi. Oui, et puis ces tournées se remplissent à vue d'œil, c'est-à-dire que vous n'avez même pas besoin de faire la demande. Il faut quand même le dire, parce qu'il y a beaucoup d'événements. Hein. On n'est pas tout seul sur la planète quand même, il faut quand même le dire. Et vous voyez, je vais commencer ma tournée par la Belgique. À Bruxelles, ça a toujours été ma chance et mon... Comment dit-on ? Voilà, Bruxelles la Belgique me porte chance. Et en plus, le Forêt National, ça sera la 50e fois que je jouerai, et les 50 ans. Car la première fois que j'ai joué là-bas, c'était donc en 1980 avec le Soulier qui vole. 10 représentations, même 12, ils m'ont dit 12 avec 10 000 personnes, 120 000 personnes. Il y avait qui avant moi? Il y avait le tennis avec Borg McEnroe, il y avait Mick Jagger et Chantal Goya. C'est vrai, exactement. Alors, vous n'auriez jamais imaginé ça bien avant de monter sur scène lorsque vous avez chanté ceci. C'est bien Bernard, le plus vénard de la porte sous la fenêtre, et nous klaxonne pour nous prendre les portes. Ça, c'est une chanson en un temps que vous n'imaginiez pas monter sur scène, Chantal Goya. C'est une chanson mythique, celle-là, oui, avec Mickey Baker à la guitare, oui, que m'avait mis Daniel Philippaki. J'étais venue vraiment le voir pour être journaliste, pas pour chanter. C'était vos tout débuts, là. C'était la première fois. 10 ans avant la scène. Ah mais oui, je chantais pour faire plaisir à quelqu'un, que je me disais, si je le fais, il va me prendre comme journaliste, ça va être bien, parce que c'était quand même un grand journaliste important, qui a fait Salut les copains, qui a fait tout ça. Et moi, j'avais dans ma tête d'être la correspondance d'un journal en Angleterre avec son journal Salut les copains ou Mademoiselle Lachetendre. Voilà. Et puis voilà pas que j'ai le de l'autre côté maintenant. Voilà. Oh. Il se trouve que Salut les copains, c'est né par hasard. En fait, il avait une collection de disques chez lui. Il n'y avait pas de disque à Europe numéro 1 quand il arrive. Donc, il fait une émission de jazz. Et ensuite, l'été, il y a une fille qui s'appelle Cindy qui fait une émission Salut les copains avec son chat. Ça marche pas du tout. Oh, c'est drôle. Et on l'appelle pour aider Cindy. Et il a gardé l'émission et c'est devenu Salut les copains. Ah, mais c'est génial. Comme quoi, il y a toujours quelqu'un ou quelque chose qui fait que ça se passe bien. Voilà. Et vous êtes devenu vous n'êtes pas devenu journaliste, mais vous avez été à la une des journaux. Oui. Et Mademoiselle Lachetendre, qui est un journal d'ailleurs qui doit tout à Lynn Renaud, car c'était au départ un hebdomadaire pour enfants Lynn, qui est devenu Mademoiselle Lachetendre. Ah, voilà. Et vous avez fait, je crois, la couverture à bord de votre première voiture. Oui, j'avais une petite Austin, j'avais pas le permis. Alors ça m'énervait parce que je me disais, quand j'ai conduit un jour, j'ai passé mon permis. Et parce qu'avant j'allais en métro, en autobus, il fallait partir de Nogent-sur-Marne, c'était une expédition. Et là, j'ai rien dit, je me suis dit à moi-même, la seule façon de me débrouiller, je vais filer dans Paris à l'Étoile. Et là, si j'arrive à passer le cap de l'Étoile, j'ai tout gagné. Voilà, c'était à l'époque où on pouvait circuler dans Paris. Ah bah oui, on pouvait circuler, c'est pas comme aujourd'hui, bien Exactement. sûr. Et à l'époque, vous n'imaginiez pas... Il y avait moins de voitures, surtout. Oui, et plus de talent. Et il se trouve aussi que vous avez chanté beaucoup plus tard une chanson qui touche encore le cœur des enfants, et je crois qu'elle est dans le spectacle. Soyez gentils et surtout soyez sages.
aussi, il y avait des gestes précis. Ah bah, il y avait Riri, Fifi, Loulou, et n'oubliez pas que cette chanson, c'était dans un numéro 1 des Carpentiers, Oui. avec Jean-Claude Brialy, qui faisait Hello, 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 la vie est belle. Et moi, j'avais dit, elle est géniale, cette musique, et on devrait la mettre avec Riri, Fifi, Loulou, et pareil, Monsieur Big m'avait dit, Armand Big m'avait dit, ben voilà, on va la prendre, ça sera génial. J'avais mis des petits gosses de mon village, ils me disaient, mais comment on va me reconnaître, parce que moi, je suis Riri, Fifi, Loulou, je dis, bon, on dira rien du tout, c'est très compliqué, là, je t'expliquerai après. Donc ils ont fait Riri, Fifi, Loulou, qui sont les neveux de Donald. Oui. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'en fait, ils sont nés dans la bande dessinée en 1937, car leur mère, Della Doc, a confié pour quelques semaines à Donald ses 3 neveux schnappants. Et c'est resté dans la BD. Voilà. Ben Et on oui, n'a ben jamais comme vu quoi. la mère de... on On n'a l'a jamais vu vu. la sœur de Donald, on l'a jamais vue. Oh. Alors, il se trouve que ces chansons, vous ne les avez pas interprétées depuis longtemps, mais elles sont toujours présentes dans votre cœur, vous vous en souvenez? Ben, je me souviens de toutes mes paroles, de tous mes gestes, même quand j'ai fait Elliot le Dragon, sur la place de à la mairie de Paris, il y avait un grand dragon, c'était Elliot le Dragon, Jean-Jacques avait écrit l'adaptation, il m'avait dit, écoutez, vous représentez tellement Disney que, allez, on va faire Elliot le Dragon aussi. Oui. Ce qui est étonnant, c'est quand vous avez commencé, il n'y avait pratiquement pas de chanteuse pour enfants. Il y avait quelques émissions de télévision de Jean Noin ou de Pierre Tchernia, mais rien du tout. Mais oui, c'est pour ça que Maritime m'a dit, tu ressembles aux enfants, tu as une voix qui correspond tellement à celle des enfants, tu devrais chanter pour eux. Voilà. Mais en fait, vous ne l'imaginiez pas du tout. Mais non, parce que moi, vous savez, quand on est... Je l'ai fait en tant que jeune maman, n'oublions jamais ça. Parce que moi, j'étais une jeune maman et je m'ennuyais dans les squares. J'allais aux Tuileries, je me promenais avec Jean-Paul et Clarisse Petit. Après, j'allais voir Guignol. Je disais, oh, mais c'est génial, pourquoi on me met pas là au milieu de Guignol? Moi, je rêvais de plein de choses. Et puis finalement, mes rêves sont devenus la réalité. Et ça vous a permis, cette longue carrière, de rencontrer des personnalités, dont celle-ci qui a créé ce personnage que vous avez chanté. Il n'y en a qu'un sur terre, gentil comme Tintin, malin comme Tintin. C'est lui le plus grand des reporters. Oui, car vous avez rencontré Hergé. Hergé, on était à l'hôtel Amigo à Bruxelles, un hôtel mythique dont je peux en parler, pas loin de la Grand Place. Coup de téléphone l'après-midi. Oh là là, mais j'ai dit, mais vous êtes qui? Je suis Hergé. Ah non, je ne crois pas. Vraiment, vous êtes le vrai? C'est comme quand on me demande si je suis la vraie Chantal Goya. Et puis là-dessus, il m'a dit, j'aimerais tellement que vous veniez déjeuner demain à la maison. J'ai quelque chose à vous proposer. Et comme le lendemain, je ne chantais pas, j'ai dit à Jean-Jacques, Hergé m'a appelé, il m'a dit, c'est pas vrai. Oh là là, j'ai m'acheté une veste tout de suite pour aller... Il s'est acheté une veste. Moi, j'ai mis ma plus belle robe. On est parti déjeuner chez lui. À peine arrivé, il avait un grand colis que nous avons ouvert tous ensemble. C'était son portrait par Andy Warhol. Rien que ça. Après, on a déjeuné dans une grande table de salle à manger. Et là, je lui dis, qu'est-ce que vous avez dû voyager? Il m'a dit, jamais. J'ai tout inventé dans mes livres. Je n'ai jamais voyagé. Mais j'ai dit, mais vous n'avez pas été là-bas au Mexique, tout ça? Non, non, je ne suis jamais allée. C'est eux qui ont copié les noms de mes villages dans les livres. Et puis, il m'a dit aussi, parce que ça, faut le dire, la plus belle histoire qu'on m'ait racontée, c'est un petit garçon qui m'a dit, j'ai vu Tintin dans un film, mais il n'a pas la même voix que dans ses livres. C'est extraordinaire. Ça, c'est magique. Et là, il a demandé à Jean-Jacques de faire une chanson qui s'appelle Comme Tintin. Et du coup, j'ai dit, bah, moi, je vais m'habiller comme Tintin. Et voilà, c'est devenu comme Tintin. Exactement. Il se trouve aussi que Hergé n'imaginait pas travailler autrement que pour les enfants. Et il a été très surpris lorsque les 3 astronautes qui sont revenus de la Lune l'ont rencontré et lui demandaient un autographe parce qu'il était connu aux États-Unis. Mais ce oui, qu'il ignorait. Tintin sur la Lune, évidemment. Et c'est Hergé, comme les autres dessinateurs de l'école belge, pensait qu'il travaillait pour les enfants sans imaginer ce que ça deviendrait. Ben oui, puis il m'a dit lui-même, vous savez, je suis très... Pourquoi je vous ai demandé de venir? Parce que vous chantez Bécassine, et Bécassine, son visage, regardez bien Tintin, c'est le même rond, le fameux rond que connaissent tous les dessinateurs. Quand ils sont très perfectionnistes, ils savent ce que c'est un nom. Et moi, regardez bien, ben Tintin, il a un nez, une bouche et ses cheveux. Et regardez, Bécassine ressemble beaucoup à Tintin, sauf qu'elle n'a pas de bouche. Voilà, exactement. Et puis, Hergé avait un maître, et ce maître, c'était Alain Saint-Augan, qui a créé les personnages que vous avez chantés. Et revoilà nos 2 amis Zig et Puce qui arrive en zigzag de la Aérobus. Il ne manque jamais de nous faire rigoler. Hergé a dessiné en s'inspirant d'Alain Saint-Augan qui avait créé dans le Dimanche illustré Zig et Puce et Alfred. Et on les a toujours, Zig et Puce. Ils vont être sur scène. Exactement. Ah ben oui. Vous savez qu'au départ, c'était une petite bande dessinée, Oui. mais Alfred, ça a tellement marché, le pingouin venu du pôle Nord. Alfred le pingouin, oui, qui arrivait du pôle Nord, qui je est le dis. le premier produit dérivé de l'histoire. Oh On là a acheté là. des milliers d'Alfred pour les enfants. Oh là là, mais je savais pas. Il disait, t'as le bonjour d'Alfred? Exactement. Et Zig et Puce aussi, ça faisait partie de vos lectures. Vous Mais lisiez bien des sûr. enfants Je lisais pas Zig et Puce et Jean-Jacques. Oui.
Mais il connaît tout, Jean-Jacques. C'est un livre vivant à lui tout seul. Enfin, c'est plusieurs livres. Mais vous, dans votre enfance, vous ne lisiez pas beaucoup? Non. Moi, j'allais plutôt me promener. J'allais me balader à vélo. Voilà. Mais en même temps, ça vous a pas manqué de pas découvrir ces livres, ces BD avant de les chanter? Je ne savais pas. Je les ai vus quand, au moment où je les chantais. Je disais, mais c'est drôle tout ça. La semaine de Suzette, tout ça, je découvrais. J'ai même fait mon journal, journal de Marie-Rose, du coup. Marie-Rose est née parce qu'un jour, Jean-Jacques a dit, tu ne peux pas t'appeler Chantal. Voilà. J'ai dit à papa, si je chante, comment ça va se passer? Il m'a dit, écoute, ma petite Chantal, j'aimerais bien que tu changes de nom, parce que si ça ne marche pas, de quoi on aura l'air? Et là-dessus, je me suis appelée Chantal Goya. Et après, Jean-Jacques m'a dit, j'ai toujours rêvé quand j'étais petite d'une petite fiancée qui s'appellerait Marie-Rose, et je pense que ce sera toi. Et c'est comme ça qu'il m'a appelée Marie-Rose. Voilà. D'ailleurs, il vous avait déjà appelé Chantal Goya. Oui, bien sûr. Chantal Goya, parce que à cause d'un peintre. D'un grand peintre, évidemment, Goya, grâce à nos amis qui étaient à Biarritz, à Arcang même, où est enterré Luis Mariano. Toute sa tombe est là-bas, et tout le monde va là-bas le voir et prier pour lui. Mais en tout cas, nous, on était au château d'Arcang, et le grand propriétaire, qui était le marquis d'Arcang, il m'avait assis sur un beau canapé avec un beau tableau de Goya derrière moi. Et là-dessus, il m'a dit, vous avez vu ce qui est derrière vous? J'ai dit, alors là, je ne crois pas, mais c'est un vrai? Oui, c'est un vrai. Et regardez, il y a un petit page qui vous ressemble. Vous devriez vous appeler Chantal Goya. C'est comme ça que c'est né. Exactement. Et en plus, Jean-Jacques, il se trouve que, parallèlement à votre succès, Jean-Jacques a retrouvé le succès. Il a fait un spectacle au Bal Blomet, voici quelques semaines, qui a fait un triomphe. Bon, il y a eu un problème, il a beaucoup plus parlé que chanté. Oh, il adore parler, hein, c'est fou. À chaque fois, le propriétaire venait me voir, il me dit, vous pouvez pas aller lui dire qu'il faut qu'il arrête parce que ça va être trop tard. Mais moi, je peux pas aller lui dire, il va m'engueuler, moi, allez-y. Personne n'osait lui dire. Il était tellement content, mais c'était un joli spectacle parce que il a chanté ses chansons avec un orchestre formidable. Et du reste, il va refaire maintenant au mois de novembre, je l'annonce, parce que je peux l'annoncer, il va refaire le Café de la Danse à la Bastille le 30 novembre. Et là aussi, c'est extraordinaire, le retour de Jean-Jacques Debout avec le vôtre, c'est un signe aussi d'une époque, Chantal Goya. Ben oui, Jean-Jacques, c'est toute une époque... Ben voilà, c'est Jean-Jacques Debout, auteur-compositeur. En plus, il a dû s'adapter parce qu'il a écrit une chanson sur le Bal Blomet, c'est invraisemblable. Et cette chanson, c'est à cause de cette chanson que le propriétaire l'a engagé. Quel est le secret de votre éternelle jeunesse, Chantal Goya? C'est d'aimer les autres, d'être proche des autres, d'être avec les autres, parce que moi, toute seule, non, qu'est-ce que je ferais toute seule? Non, c'est tout ce que le public m'a apporté, ça m'a donné tellement de bonheur et tellement d'énergie que je saurais, voilà, c'est ma grande famille. Oui. Une famille qui est en France et qui était tellement belle et tellement généreuse avec moi. Oui, et parmi les chansons que vous ne chanterez pas au Palais des Congrès, j'en ai trouvé une, et cette chanson, je suis convaincu qu'elle vous correspond par rapport à votre forme. Nous serons les plus forts. Et à tous ceux de la forêt magique, à tous les animaux, car votre vie est un sport. Oui, et j'ai chanté pendant les Jeux Olympiques au Palais des Congrès. Mais j'y suis arrivée quand même. Oui, voilà, c'est extraordinaire. Parce que là, il fallait retrouver tous les gestes d'avant et j'y suis arrivée. Vous arrivez à tout, de toute façon. De toute manière, j'ai un objectif, c'est de jamais rien, de jamais. Je suis quelqu'un qui va jusqu'au bout des choses. Et vous allez jusqu'au bout des choses au Palais des Congrès et dans toute la France avec des zéniths, parce que c'est reparti pour 1 an, voire 2. Oui, parce qu'après, on va décliner tous les zéniths en théâtre, pourquoi pas. Voilà. Et après, on refera peut-être le Château hanté. Mais moi, vous savez, ma vie, c'est d'être sur scène. Comme un jour, j'ai rencontré Pascal Obispo dans le train. J'ai dit, mais tu t'en vas où? Dans un théâtre près de Bordeaux. Mais tu sais, Chantal, c'est notre vie. Ben voilà, c'est notre vie, exactement. Ben, continuez le plus souvent possible et le plus longtemps possible. Et à chaque fois, vous reviendrez dans les clés d'une vie. Oh, merci, ça me fait tellement plaisir. Vous m'avez tellement invité que j'ose même pas. Mais là, c'est tellement important parce que le public de Sud Radio me connaît. Et je sais qu'ils me disent, oh, on vous a entendu. Oh là là, c'est magnifique. Ben, merci Jacques, parce que vous préparez tellement bien les émissions aussi. Ça nous fait très plaisir. Eh ben alors, à la prochaine fois. À la prochaine fois, merci. Merci, les clés d'une vie, c'est terminé. Pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.